Parcours de coach. Aujourd'hui, dans Parcours de coach, je vous propose de nous intéresser notamment à la permaculture. C'est un concept systémique global qui vise à créer des écosystèmes respectant la biodiversité. Créé dans les années 70 par les Australiens Bill Mollison et David Holmgren, la permaculture est une des réponses possibles aux enjeux environnementaux qui sont les nôtres aujourd'hui. Des liens existent entre la permaculture et le coaching. Pour nous en parler, je reçois dans cet épisode Pascal Reinhardt. Après 20 ans passés à l'étranger à travailler dans des banques d'affaires américaines, un grave accident l'a conduit à changer de carrière professionnelle à l'approche de ses 40 ans. Elle se forme alors notamment au coaching qu'elle pratique dans des entreprises aux enjeux internationaux, mais également à la gestalt thérapie ainsi qu'à l'hypnose qu'elle exerce en cabinet. Par la suite, l'un de ses maîtres à penser l'invite à devenir superviseur. Elle sera aussi présidente de la Société française de coaching entre 2009 et 2011. Bienvenue, je suis David Marion, coach professionnel. Dans ce nouveau parcours de coach, découvrez une femme pionnière du coaching en France qui porte un regard fin et lucide sur l'évolution du métier de coach et qui nous partage son analyse sur sa pratique et son parcours, tous deux riches en enseignements pour tous. Parcours de coach. Écoutez, un professionnel analyse sa carrière, sa pratique et sa vision du coaching. Bonjour Pascal. Bonjour David. Te souviens-tu de ce que tu voulais faire, devenir plus tard lorsque tu avais 7 ans ? Oui, je me souviens très bien, je voulais être archéologue et j'avais envie d'explorer les civilisations anciennes. J'étais déjà une boulimique de culture, d'apprendre tout ce qui se passait dans le monde et de manière amusante, c'est ce que j'ai étudié après. Quelles étaient les qualités et les passions que tu avais lorsque tu étais enfant ? D'abord, j'ai été l'enfant de parents très jeunes et donc ils n'avaient pas d'autres enfants parmi leurs copains. J'étais toute seule, alors je lisais beaucoup, j'ai appris à lire quand j'étais gamine. Je faisais un peu chien savant. J'étais une petite grosse à lunettes, alors j'étais pas très bonne pour faire de la gym. Et pourtant, mes parents m'avaient coupé les cheveux, ce qui dans les années 70, c'était pas très sympa parce qu'on me traitait comme un petit garçon. Et puis j'ai vite développé une passion pour l'opéra. Je me suis mise à adorer l'opéra, ce qui est toujours le cas. Plus tard, j'ai fait mon doctorat sur les opéras de Wagner. Et puis j'avais un autre plaisir qui m'est revenu en tête récemment, c'est que j'adorais les plantes, l'herboristerie. Je crois qu'à 10 ans, j'avais bouquiné tous les bouquins qu'on m'offrait sur le sujet et je savais déjà pas mal de choses sur les propriétés médicinales des plantes. Est-ce que tu peux nous parler de tes études ? J'étais boulimique des études. J'ai compris bien tardivement que c'était pas le nombre de diplômes qui allait me rendre heureuse ou qui allait me donner de la reconnaissance. Pourtant, j'en ai fait beaucoup. D'abord, j'ai eu mon bac à 15 ans, alors j'étais un peu paumée pour savoir ce que j'allais faire de moi. Ensuite, j'ai commencé à faire l'histoire de l'art et j'ai fait en même temps la Sorbonne et l'école du Louvre. Et puis, comme je m'ennuyais, j'ai aussi fait une licence d'histoire asiatique. J'ai fait un petit tour aux Chartes, mais uniquement parce que c'était au 2e étage du bâtiment où j'étudiais à la Sorbonne. Je me suis beaucoup ennuyée là, mais c'était marrant de déchiffrer des textes anciens. Tout ça pour dire que j'étais plongée dans de la culture, dans l'étude des choses anciennes et pas tellement dans la vie à ce moment-là. Et c'est quelque chose que j'ai repéré dans ma quarantaine. J'avais une dimension dans ma tête, faut travailler. Et j'ai une éducation protestante dans le sens le devoir d'abord et le plaisir peut-être. Ceci dit, je suis devenue épicurienne. Maintenant, j'aime beaucoup la vie et manger, mais ça m'a pris du temps. Et il y avait une vraie curiosité intellectuelle de plein de domaines. Ça, c'est clair. J'étais élevée dans une famille d'ingénieurs plutôt centrale X, où on valorisait non seulement le diplôme, mais aussi la connaissance, au détriment, à mon avis, de la vraie vie. Alors j'avais pris ça complètement comme étant les signes de reconnaissance que je recevais de ma famille, qui comprenait pas très bien ce que je faisais, mais tant que j'avais des diplômes, ça allait. Du coup, le driver familial, c'était quoi ? C'est fais des efforts ? Sois parfait, fais effort, clair. Sois parfait, j'ai encore un peu de mal, fais effort, je me soigne. Que retiens-tu en fait de tes années d'études initiales, c'est-à-dire l'histoire de l'art à la Sorbonne, MBA à New York un peu plus tard dans les années 80 ? Je vais déjà dire mes années précédentes, lycée, je me suis beaucoup ennuyée en fait. J'étais une bonne rebelle, à cheveux rouges dans une école de bonnes sœurs. J'avais la cervelle qui fonctionnait vite et en fait on me nourrissait pas suffisamment probablement. J'ai eu mon bac avant les années 80. On faisait pas trop à l'époque de corrélation entre les études qu'on faisait et le métier qu'on allait exercer. Et du coup j'étais très perdue pour savoir ce que j'allais faire comme métier. C'est pour ça que j'ai fait un premier changement après mon doctorat, où j'ai été défiée d'entrer en finance à Dauphine, ce que j'ai fait, parce que j'étais bonne matheuse et que j'avais pas fait de maths pendant mes études. Mais voilà, que faire avec de la finance ? Puis c'était les années 80 où la finance comptait, où on se posait pas trop de problèmes, même d'éthique, qui a été un de mes sujets plus tard.
Et puis il fallait que je quitte Paris pour des raisons personnelles, j'en avais vraiment assez. Donc quand s'est présenté un héritage et l'occasion d'aller étudier aux États-Unis et que j'ai été acceptée à NYU, j'ai sauté sur l'occasion en n'ayant pas du tout l'idée de ce que j'allais faire en fait. Ce que je retiens de New York, c'était passionnant, très difficile. Je comprenais même pas comment on étudiait, personne m'avait donné les clés. J'étais épuisée, quand je vois des photos de moi, j'avais 24 ans, je ressemble à un zombie. J'avais pas beaucoup d'argent, alors j'allais gagner des sous dans les parcs en jouant aux échecs, en faisant des blitz. J'avais même ouvert un restaurant assez brièvement, histoire de gagner 3 sous, qui a été fermé parce que le local que j'avais répondait pas aux critères d'hygiène de la ville. J'ai fait 3 années assez chaotiques et vraiment formatrices et intéressantes, où j'ai plongé aussi dans une autre culture, en ignorant tout à fait ce qui se passait. Plus tard, quand je me suis intéressée à l'anthropologie et aux donnes multiculturelles, j'ai vu ce qui était arrivé. C'est-à-dire que tu débarquais. Non seulement je débarquais, mais je mettais en place ce qu'on connaît très bien dans le choc culturel, des barrières en disant mais c'est mieux chez moi, mais je comprends même pas pourquoi ils mangent telle salade et moi je mange autre chose. Quand on n'a pas la capacité d'avoir une distance, que j'avais pas, on a tendance à comparer avec notre propre culture et à la favoriser. Ton début de carrière dans les banques d'affaires américaines va te conduire à New York, Sydney et puis Zurich, spécialisé je crois dans les fusions-acquisitions. Tu retiens quoi de ces années ? Pour être précise, en fait, j'ai suivi un homme en Australie que j'avais rencontré pendant mes études. Et là-bas, il fallait que je bosse. Alors, j'ai d'abord été boulangère, ce qui n'était pas tellement du plaisir de mes condisciples au MBA, parce que mon salaire était bien inférieur au leur. Donc, je diminuais l'argent total gagné par la promo. Évidemment, c'était pas une carrière. Puis, j'ai été recrutée, en effet. Je saurais jamais si j'ai été recrutée parce que je parlais 6 langues ou parce que j'avais des compétences. Mais en tout cas, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle des roadshows pour des entreprises qui venaient chercher des investisseurs sur la zone Asie-Pacifique, qui m'a emmené d'Australie à Hong Kong. À Hong Kong, je m'ennuyais mortellement. J'ai entendu dire que la banque voulait ouvrir un bureau en Chine populaire. C'était pas du tout encore ouvert à l'économie de marché. Et ils m'y ont autorisé, peut-être pour se débarrasser de moi, je sais pas. Donc j'ai passé 2 ans, en fait, à Shanghai, à ouvrir le bureau, chercher du téléphone, des locaux, et puis à apprendre un peu de chinois et de médecine chinoise dans les intervalles où j'avais du temps libre. C'était un vrai temps de pionnier là-bas. Encore une autre plongée dans une culture différente. Et j'ai gardé des contacts avec les gens qui à l'époque étaient en VSNE. Et certaines de ces personnes sont devenues des gens relativement influents avec qui j'ai conservé des contacts et qui m'ont bien aidé à démarrer dans le coaching ensuite. Et est-ce que là aussi, en Chine, tu as vécu cet ethnocentrisme ? Ah non, j'étais déjà passée par l'Australie, par Hong Kong. J'ai passé presque 20 ans de ma vie en dehors de France. On compare, mais je comparais à autre chose. De toute façon, c'était une telle plongée que ce que je vivais là-bas était temporairement excitant, mais temporairement. Tu retiens quoi de ces expériences, de ces années d'expatriation ? Beaucoup d'adaptabilité. J'ai rarement eu peur de grand-chose et je continue à pas avoir tellement peur. Et puis justement la distance, la compréhension vraiment dans ma chair que c'est ok de juger parce qu'on voit quelque chose qui nous plaît pas, mais que ce jugement signifie que j'ai pas compris quelque chose. Et que évidemment je vais pas changer la culture dans laquelle je suis si je suis pas contente. Soit je m'adapte, soit je pars. Que ce soit une culture géographique, une culture d'entreprise ou une culture même de génération, ce sont des réflexions que j'ai tout le temps. Qu'est-ce qui fait qu'on s'adapte ? Pour les clients qui travaillent dans des systèmes de plus en plus contraignants, c'est évident. C'est très utile d'avoir ce regard sur qu'est-ce qui nous choque et qu'est-ce qui se passe vraiment. Et en quoi ça a été utile pour ton futur métier de coach ? Clairement, parmi les spécialités que j'ai développées à partir des années 2000, quand j'ai changé de vie, il y a eu les propositions d'adaptation multiculturelle, que ce soit sur des fusions entre des cultures d'entreprise ou que ce soit effectivement aider des expatriés à travailler à l'étranger, ce qui m'amusait pas beaucoup, mais enfin c'était alimentaire quand j'ai démarré. Et puis aussi sur des missions tout à fait passionnantes, par exemple d'aller aider des ingénieurs EDF à s'adapter au Laos lorsqu'ils construisaient un grand barrage. Il y avait autre chose dans ces années-là, c'est que j'étais financière, ça allait très très vite. Je voyais bien la pression qu'on subissait et j'ai connu intimement cette pression au-delà de la donne culturelle. J'étais dans une banque américaine dans laquelle le résultat comptait, mais en fait, petit à petit, j'ai réalisé que ce que je faisais au monde en travaillant sur des fusions-acquisitions ne correspondait pas à mes valeurs. La résistance à la pression, ça je l'ai vécu au moins une 12aine d'années. Au début j'ai aimé ça, c'était le côté soit fort justement. Après j'ai plus du tout aimé ça, j'avais plus de vie personnelle. Et puis il y avait le côté statut. J'ai terminé première vice-présidente non américaine, j'avais plein de sous. Et maintenant j'ai beaucoup moins de sous et les titres c'est moi qui me les confère et ça va beaucoup mieux. Il y a eu une prise de conscience de tes valeurs, de tes besoins, de tes envies ? Ah oui, mais à la dure. J'étais malheureuse les 2 dernières années. Je sentais bien que ça allait pas à l'intérieur, mais j'avais aucun recul sur moi. Et j'ai fait un vrai bon burn-out. Donc je suis plutôt bien équipée aujourd'hui pour accompagner les gens avant qu'il y ait du burn-out. Et j'ai eu un grave accident.
de parapente, parce que je faisais des sports extrêmes histoire de me sortir de ces contraintes. Et puis peut-être aussi être confronté à encore plus d'adrénaline. Bien sûr, je faisais de la moto aussi, de l'alpinisme. À l'issue de cet accident, j'avais 38 ans. J'ai fait un bilan de compétences et merci à la personne qui est venue me le faire à la maison parce que j'étais sur mon lit à me remettre de toutes ces fractures. Et d'où il est sorti que c'était ni les chiffres, ni même le marketing qui m'intéressait, mais la psychologie. L'humain. L'humain. À l'époque, je l'appelais pas encore l'humain, mais c'était bien sûr ça. Par la suite, donc, tu vis un virage vers l'accompagnement avec des études de psychologie, un DESS de psychoclinique à Paris 5, mais aussi en sophrologie, en hypnose ericksonienne, en gestalt thérapie et en médecine chinoise. Alors, ça dit quoi, ça? Ça dit boulimie? Peut-être pas, en tout cas une curiosité assez vaste. J'ai enfin trouvé un métier et une pratique dans lequel on peut toujours apprendre. Dans lequel, aujourd'hui, à mon âge, je rassemble ce que j'ai appris. Mais si on revient dans ce début des années 2000, je voulais plus entendre parler des entreprises. Je voulais aller faire de la psycho, m'occuper des gens. J'avais commencé moi-même un travail sur moi. Et en fait, je voulais avoir de la pratique personnelle. J'étais partie de ma boîte avec pas mal de sous, le temps de me recycler. Ça, c'était quand même assez confortable. Et je suis allée aux États-Unis et j'ai rencontré là-bas un homme évidemment extraordinaire qui s'appelle John Whitmore, qui est britannique en fait, et qui parlait de coaching. Et à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup en France. Et je dis, mais évidemment, c'est ça. Je connais l'entreprise, j'ai envie de m'intéresser à la psychologie. Et donc, je me suis formée au coaching chez Whitmore en Angleterre. Et en étant déjà très attentive à ne pas vouloir ni sauver le monde, ni me venger de ce que le monde m'avait infligé. Ce qu'aujourd'hui, en tant que superviseur, j'invite les jeunes coachs que j'accompagne à vérifier avant tout. Et puis, je suis en effet allée à Harvard et c'était passionnant, un séminaire de négociation, de gestion de conflits. En fait, parmi les diplômes que j'avais pas eus, on va dire, j'aurais aimé aller à Sciences Po ou faire de l'anthropologie. Et là, j'avais l'occasion d'accompagner des négociateurs. J'avais fait beaucoup de négo dans ma vie passée et donc j'ai commencé par de la négociation en Chine et j'avais envie de théoriser en fait ce que je faisais en négociation. Tu me disais tout à l'heure boulimie par rapport à ces études variées, diverses. J'y vois aussi une grande curiosité et une envie d'embrasser la diversité des approches. Bien sûr. Je suis persuadée que nous sommes entiers. Le terme holistique a été à la mode, mais évidemment, on est un corps, on est un esprit, on est un cœur. J'ai eu beaucoup de temps, moi j'étais que esprit. Mon travail thérapeutique a été à la dure, en particulier en gestalt, de reconnecter le ventre, les tripes et le cœur. J'ai encore du boulot pour le reste de ma vie, je pense, avec ça. Quelque part, il y a le souci d'aligner la tête, le cœur et le corps. En tout cas, je vois bien que c'est ce qui fonctionne le mieux, mais c'est pas toujours un diagnostic que je pose pour mes clients parce que c'est pas forcément leur demande. Je pratique de la gestalt thérapie en cabinet, aussi bien que du coaching en entreprise. Et je suis très attentive à séparer les deux, bien sûr. J'ai une supervision pour chacune des activités. Lorsque les gens viennent me voir pour des problématiques plus personnelles qui relèvent de la thérapie, alors c'est une indication constante de relier ces trois cœurs, tête et esprit. En coaching, je vais pas l'imposer à des gens qui en sont loin et dont c'est pas la demande. Est-ce que tu as satisfait cette soif d'apprendre sur l'humain ? Bien sûr que non. Pourquoi parler au passé ? Mais du coup, est-ce que tu as des projets de nouvelles formations qui t'intéressent et que tu envisages ? Alors c'est peut-être pas des formations, mais c'est me retrouver dans des cercles où on réfléchit est absolument indispensable. Que ce soit des méthodes fines d'animation de groupe, que ce soit des réflexions avec des groupes de superviseurs sur qu'est-ce que ça signifie superviser. Des formations en elles-mêmes, j'avoue que je suis suffisamment exigeante et un peu vieille peut-être pour avoir envie de me remettre à l'école. Moi j'enseigne maintenant. En ce moment j'invente des modèles, ça c'est plus marrant. Les dernières formations que j'ai faites c'était de la permaculture parce que j'hérite d'un grand domaine en Provence et j'ai envie que ce lieu devienne, si j'en ai l'énergie, un lieu d'accueil aussi pour des personnes sans abri dans lesquelles on pourra faire du travail collectif. Du coup, j'ai été faire des stages de permaculture. J'ai pas envie de devenir maraîchère non plus, mais au moins comprendre un peu mieux les systèmes. Comment les systèmes fonctionnent, que ce soit les systèmes humains, les systèmes d'interaction entre les gens ou le système plus global dans la nature. Cette permaculture qui est à la mode aussi, je ne cache pas de suivre des modes parfois, ça m'a vraiment donné envie de formaliser, de modéliser sur certains des principes de la permaculture ce qui se passe dans notre tête et comment on peut le rendre plus fertile et plus résilient. Et ça marche assez bien. Est-ce que tu as l'impression que le coaching était en quelque sorte une seconde nature chez toi ? Oui et non. Non, parce que dans la vraie vie, en dehors du coaching, je continue à être taxée de relativement autoritaire et que c'est la vie. Mais oui, parce que dans mon job de banquière, assez souvent, j'étais désignée comme étant celle qui allait accompagner le patron qui devait parler du changement dans la boîte. Pour l'anecdote, par exemple, j'ai pris le Concorde plusieurs fois à côté d'un patron français qui faisait une grosse fusion parce que c'était le seul endroit où il pouvait réviser sa presse. Et donc j'ai déjà fait ce que toi et moi on fait, c'est-à-dire de l'entraînement à la prise de parole en public, sauf que je savais pas que j'étais en train de faire ça. Je me vante pas tellement du Concorde, c'était beaucoup plus fatigant que de rentrer en avion et de pouvoir dormir dans l'avion, mais c'était exceptionnel quand même. Tu nous partageais tout à l'heure que tu as vécu un burn-out.
Sans rentrer trop dans ton intimité, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé pour toi réellement ? Évidemment, je l'explique a posteriori. On voit pas les choses arriver. Je passais mes nuits à faire des tableaux Excel. C'est quand même un super signe que quelque chose va pas. Je pleurais beaucoup aussi. Enfin bref, j'étais dans une bonne dépression où je savais plus à quoi servait ce que je faisais. J'avais plus de reconnaissance non plus. Je pense même que j'embêtais bien les gens à aller les titiller à des endroits où j'avais envie de les titiller. Ce que j'entends, c'est qu'il y avait à la fois une perte de sens, une envie de reconnaissance qui n'était pas assouvie, puis un rythme qui était plus humain. Et que je m'imposais beaucoup moi-même. Et aussi, c'était l'aboutissement de peut-être 15 années de non-reconnaissance de moi, que tout ce que j'avais réussi à faire, tous mes 8 diplômes de 3e cycle ne m'apportaient pas en fait de bonheur. Et je cherchais quelque chose que j'avais même pas réussi à nommer. Mais cet accident m'a permis de réaliser à la dure que je pouvais trouver autre chose. Et par chance, c'est arrivé quand j'avais 38 ans et pas 50. Et aujourd'hui, je suis vraiment attentive à proposer à mes clients que je vois partir dans ces roues de hamster, de réfléchir à quelles sont leurs valeurs, quel est le sens. 20 ans plus tard, je vois des gens arriver qui le demandent, qui admettent être en perte de sens. Moi, j'en étais même pas consciente. Je me suis pas tuée, je sais pas comment, dans cet accident de parapente, mais c'était pas loin. En tout cas, il y a eu une petite mort qui a été extrêmement salutaire. C'est un peu une ironie de la vie que ça soit un accident de parapente, donc tu survolais le monde et ça t'a invité d'abord à une immobilité pour resurvoler ta vie et voir ce qui allait émerger de plus vivant en toi. Ironie de la vie ou réalité métaphorique ? Aujourd'hui, j'ai moi-même une assez bonne vue sur les systèmes, sur ce qui se joue. Et évidemment, voler, c'était formidable. Quand je fais des séances aujourd'hui de sophrologie ou d'hypnose, la vision de l'aigle, c'est une de mes métaphores favorites quand c'est opportun. Oui, bien sûr, l'oiseau est tombé. D'abord, on est humain, on n'est pas fait pour voler. Icare était pas loin, ça, je l'ai bien utilisé, cette métaphore. Mais aussi, c'était la course. Je partais vite le week-end pour voler, j'avais trouvé une nouvelle passion. Je faisais aussi pas mal d'aïkido, j'avais 0 repos. Cet équilibre entre la vie privée et la vie personnelle, c'était même pas quelque chose que j'envisageais. Est-ce que tu as le sentiment que cette étape de ta vie t'a permis de te connecter à une plus grande résilience ? De me connecter à moi tout court, évidemment. Et je vais même jusqu'à être sûre, sans en avoir la moindre preuve, que j'ai appelé l'accident. J'étais tellement perdue que je savais pas quoi faire pour que ça s'arrête. T'avais besoin d'un stop. Il fallait que ça stoppe. Et c'est bien pour ça que je propose très fort au monde que c'est pas la peine d'en arriver là. Je travaille pas mal avec des gens sans abri qui, eux, ont une autre forme de petite mort. On travaille pas sur ce qui les a amenés là, parce que c'est pas le but du jeu. Mais nous devons changer dans la vie, de préférence pour le meilleur, et pas pour tomber dans la rue, justement. Avec des mus. Avec des mus, absolument. On est dans des mus perpétuels, c'est un joli mot. Alors je te propose à présent d'écouter l'illustration sonore que tu as choisie pour faire une petite pause dans notre entretien. Alors il s'agit du chant des oiseaux. Pourquoi avoir choisi ce son en particulier, Pascal ? Comme je te l'ai dit, j'aime la musique et elle est fabriquée, elle est intellectualisée. J'imagine que dans le début de cet entretien, j'ai aussi beaucoup intellectualisé et mis plein d'éléments. Et c'est mon chemin, c'est le chemin de se calmer, d'écouter ce que la nature produit, de se réjouir aussi du bonheur de quelque chose qui n'est pas produit par des humains. Une consoeur, quand j'étais présidente de la SF Coach, elle me défiait d'arriver à m'arrêter sous un arbre et à rien faire. Et je continue à penser à elle 10 ans plus tard. C'est pour ça que j'ai proposé ce moment-là. Et c'est vraiment mon chemin en ce moment. Passer du temps à me réjouir de méditer, à tricoter, plutôt que d'être constamment dans mon extraversion en interaction avec des gens. C'est une invitation aussi à la simplicité ? Oui, c'est quelque chose que je ne suis pas seule à cultiver aujourd'hui, mais j'essaye de débarrasser des choses qui sont pas nécessaires, que ce soit de la consommation, des moments de trop grand apport émotionnel aussi, probablement. Tu es aussi superviseuse. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir superviseuse ? Alors d'abord, elle est venue, comme ça m'arrive souvent, grâce à un maître. Il n'y a pas grand monde que j'appelle des maîtres, mais il y en a quelques-uns quand même, Stephen Gilligan en hypnose ericksonienne, et François Délivré, avec qui une belle amitié s'est développée, et qui un jour m'a béni de devenir superviseur. Et j'ai commencé avec des juniors, avec des jeunes coachs. Je continue d'ailleurs à les aider à formaliser leurs pensées, à créer leur philosophie. Et j'adore ça, je dois dire.
Que ce soit travailler avec des pairs seniors comme moi ou des plus jeunes, je trouve formidable que nous ayons des conversations qui permettent de professionnaliser, de parler de ce que nous sommes en train de faire, mais aussi de le formaliser pour réfléchir à l'effet que ça a. La réflexion sur qu'est-ce que je suis en train de faire est quelque chose qui me porte tout le temps. Et c'est celle que j'aime apporter en tant que superviseur. Et d'accompagner vers l'épanouissement professionnel du coach aussi, que tu supervises. Oui, c'est intéressant parce que dans mon chemin, le mot épanouissement est pas encore là. J'ai aussi des chemins de rigueur. J'ai été un jour nommé ayatollah de la déontologie et j'ai trouvé que c'était un compliment. Mais je te suis, l'épanouissement, c'est aussi un sujet. C'est aussi un chemin. C'est aussi un chemin. Ceci dit, aujourd'hui, à presque 60 ans, je commence enfin à me considérer comme épanoui, que ce soit personnellement ou professionnellement. Ouf. Une bonne nouvelle. Ouais. Quelle formation as-tu suivie pour la supervision ? J'ai pas suivi de formation formelle à la supervision parce que d'abord j'ai commencé à superviser alors que les écoles n'étaient pas encore formellement établies. En revanche, j'ai vite été me faire accréditer par Apex en Angleterre et c'est une accréditation qui se renouvelle chaque année, qui est à peu près aussi exigeante qu'une de nos accréditations au coaching, que ce soit de la Société française de coaching, de ICF ou de MCC à Paris. En revanche, si je puis dire, je suis toujours supervisée. Moi. Je trouve ça absolument indispensable. J'oscille entre du groupe et de l'individuel. Et de préférence, je cherche des superviseurs qui ne soient pas tout à fait dans le monde du coaching. Pour qu'ils te nourrissent différemment, avec un angle et un regard différents ? Alors, il y a clairement une question de nourriture, mais il y a aussi un besoin que j'ai de rassembler diverses pratiques et de continuer à avoir un regard global et holistique sur ce qui se passe lorsqu'on est dans une position d'accompagnement. Est-ce que tu considères la supervision comme un métier ou comme une activité ? C'est une de mes activités et je distingue ma posture de superviseur de ma posture de coach, de ma posture de facilitatrice, de celle de thérapeute. Je suis très présente à ces différentes postures et en même temps je me sens capable de passer de l'une à l'autre. Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les coachs que tu supervises et comment les accompagnes-tu ? Elles peuvent être de plusieurs ordres. L'une d'entre elles, très clairement et en particulièrement aujourd'hui en 2021, c'est de résister à la pression des clients. Le client qui soudain va nous imposer un nombre absolument ridicule de séances avec un objectif démesuré. Le client qui impose aussi à nouveau, je l'avais vu dans les années 2000 et ça revient, des rapports, enfin des choses qui à mes yeux n'entrent pas dans l'éthique. Comment résister à ça ? Là aussi, tu aurais un exemple d'un supervisé qui t'aurait partagé un élément de sa pratique qui t'a étonné ou choqué ? Clairement, supervisé d'hier qui a accepté de signer sans se rendre compte de ce qui se passait, qu'elle allait faire un petit rapport écrit de 2 paragraphes à l'issue de chaque séance au RH et on ne sait pas où partent ces rapports. Et ça a été vraiment intéressant de la faire réfléchir. Pourtant, elle a une formation, elle a une certification, et en même temps, elle a faim. Donc ça, ces problèmes éthiques de dépassement de ce qui se passe pendant la séance reviennent. Ce sont des questions sur lesquelles je demande à mes supervisés d'être très attentifs. Et puis il y en a d'autres aussi qui sont tentants de débordement vers des éléments de thérapie sauvage. On a tous été coupables de ça, ou au moins responsables. Mais il y en a certains qui appuient un petit peu trop fort, et là, moi, je tape aussi un peu fort dans ces cas-là. Que l'on parle d'un conflit intrapsychique, ça fait partie de notre pratique. Qu'on commence à faire des suppositions qui relèvent de la clinique, ça va plus du tout. Et surtout quand la personne n'est pas formée à être clinicien. Je suggère toujours à mes accompagnés, mais aussi à mes clients, que c'est ok de ramener des souvenirs du passé s'ils ont une réalité, une nécessité dans le sujet qu'on est en train de traiter. Par contre, on va pas le soigner, on va le ramener dans le système. On va pas commencer à s'occuper de ce qui s'est passé dans une douleur du passé et de la réparer. Ça, c'est pas du champ du coaching. Oui, ça peut apporter un éclairage sur ce qui se passe aujourd'hui, mais ça va pas rentrer dans le champ de la pratique du coaching. Complètement, surtout si c'est un schéma récurrent. Voilà, j'ai un exemple d'une coachée, pour le coup, qui 3 fois a eu des problèmes avec des hiérarchiques femmes et qui soudain ramène son souvenir de ses relations avec sa mère. Le lien qu'elle a pu faire a été extrêmement salvateur, mais nous n'avons en aucun cas travaillé sur la réparation de son lien avec sa mère, d'autant plus qu'elle avait un lieu thérapeutique par ailleurs. Et ma suggestion, pour le coup, a été qu'elle l'apporte à ce moment-là parce qu'elle pouvait certainement avancer avec sa thérapeute. Qui n'était donc pas toi. Exactement. Et ça, c'est une focale d'attention qui est importante pour toi et sur laquelle tu es attentive, c'est ça ? Très, très attentive. Depuis le début, puisque depuis que j'ai commencé, j'ai démarré en ayant à la fois des clients en thérapie, en gestalt, et une supervision en gestalt, et des clients en coaching, en entreprise. Et donc, j'étais vraiment, sans doute même trop ferme sur le fait de ne pas mélanger ces pratiques. Quelles sont les difficultés auxquelles les coachs peut-être un peu plus expérimentés peuvent avoir ? Oserais-je dire que ce sont les mêmes ? C'est toujours des difficultés à vendre d'abord, à rester connu, à ne pas être redondant,
Des confrères à peu près de ma maturité qui viennent me voir et qui savent que ça va pas être une partie de plaisir et une conversation amicale. On va bosser. Mais c'est aussi, qu'est-ce qu'on fait quand nos donneurs d'ordre historiques sont partis à la retraite et qu'on n'a plus les entrées que dans les entreprises. Donc il y a des doutes assez existentiels qui arrivent. Quand on repère que la pratique a changé, le coaching online, les anciens, ils ont du mal avec ça. On doit toujours revisiter des problématiques de déontologie. Pas toujours les mêmes, des problématiques de contrat. On doit s'adapter. Donc je pense que c'est pas si différent que ça en fait. Plus je vieillis et plus j'ai de l'estime pour mes confrères, même les jeunes, dans le fait que le doute est salutaire, tant qu'il n'est pas anxiogène. Ce questionnement permanent est plutôt merveilleux, à condition qu'on ait quelques points d'appui assez solides aussi quand même. Le petit carnet de gratitude, il est utile de temps en temps aussi. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'on choisit son superviseur, selon toi, il faut partager les mêmes valeurs ? Alors je dirais pas que c'est il faut, mais c'est ce qui va arriver. Si on reste, c'est qu'a priori, il y a un partage d'une éthique, de valeurs. Évidemment. Et d'ailleurs, moi, je me pose aussi la question de est-ce que je veux garder ce client ? Ça, j'ai appris ça depuis 20 ans. Et si je vois que ça clique pas, on va pas beaucoup travailler ensemble. Je me sais exigeante. J'essaye de pas être intransigeante. C'est intéressant la façon dont je me décris parce que je suis aussi fort bienveillante. Et je ne le dis pas là. Alors récemment, pendant le confinement, tu as donné 2 conférences en ligne. L'une sur peur et joie, qu'est-ce qui gagne, et l'autre sur la permaculture. Et tu faisais un lien entre les rôles d'accompagnant et la permaculture. Et notamment, tu mettais en exergue le rôle des coachs dans la construction du monde de demain. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, je vais revenir à cette envie de devenir public. En fait, d'abord, ces 3 moments, parce qu'il y en a eu 3, ont été en binôme. L'un avec Bernard Dubois, qui était le créateur du coaching à la SNCF et qui est un cher ami philosophe. Et on a réfléchi à l'issue d'une conversation entre nous, mais finalement, qu'est-ce qui gagne ? Est-ce que c'est la peur ou est-ce que c'est la joie ? Donc imaginez qu'on a ramené Spinoza, Schopenhauer, en essayant d'être pas trop ennuyeux non plus. Et toujours dans le cadre du 8e jour, qui est une ressource formidable de jolies petites conférences mensuelles, avec une autre consoeur, on a construit autour du modèle de la permaculture des moments de réflexion. Donc des 13 principes créés par les fondateurs de la permaculture, j'en ai issu 6 que j'ai rassemblés. C'est une métaphore, c'est une manière d'expliquer le monde en se liant plus à la nature. Ça commence par regarder son environnement, regarder ce qui se passe autour. En permaculture, on dit les plantes bio-indicatrices, les mauvaises herbes, comme étant des indicateurs de quelque chose qui se passe sur le terrain. C'est bien ce qu'on fait quand la mer se dévoile, on regarde ce qu'elle a dévoilé, et c'est bien le travail qu'on tente de faire en coaching et encore plus en thérapie. Ça, c'est la phase d'observation. C'est le début. Il y en a 5 autres. La prise en compte des cycles, ne pas croire que tout est linéaire. Se réjouir de la récolte. C'est pour moi un travail. Et je suis très contente de l'avoir ajouté dans ce modèle parce que l'effort sans réjouissance commence à ne plus avoir de sens pour moi. Avant ça, il y a le design. C'est ce qu'on fait en sophrologie quand on se projette dans un monde futur idéal et qui est vraiment utile pour atteindre un but. Et la sobriété. Comment est-ce qu'on peut être efficace en peu d'action ? Et pouvoir du coup consacrer de l'énergie à autre chose qu'à, encore une fois, pédaler comme un petit hamster dans une cage, pour on ne sait quel but. Il y a également la réflexivité. Et à la réflexivité. Concept cher à mes confrères du temps où à la SF Coach on réfléchissait ensemble. Encore une fois, en train de regarder, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Et si jamais ça me satisfait pas, qu'est-ce que je peux apprendre ou qu'est-ce que je peux poser de manière à ce que ça me satisfasse ? Est-ce que tu peux nous partager ta vision de l'évolution du métier de coach ? Alors j'étais certainement plus affinée lorsque j'étais présidente de la SF Coach parce que c'était vraiment, dans les années 2010, nécessaire d'abord d'aider à réguler la profession, ce que nous avons fait, toutes les 3 associations françaises, aussi à limiter les mythes, les croyances d'Eldorado qui fleurissaient encore à l'époque. Et aujourd'hui, ma vision en tant que praticienne, cette fois-ci, et non plus en tant que membre d'une instance, c'est que le métier s'est normalisé. Alors, il subit des attaques par des gens qui savent pas, tant pis pour eux. Mais la plupart des entreprises ont recours à des formes d'accompagnement qui s'apparentent au coaching tel qu'on le dessinait dans les années 2000, bien qu'ils aient souvent tendance à réduire le nombre de séances. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des cabinets, que ce soit de consulting ou de RH, qui ont formalisé des offres de coaching sans toujours savoir de quoi ils parlent. Moi, je trouve ça plutôt embêtant. Je ne dis pas qu'ils sont tous non réflexifs, mais une partie des cabinets vont vendre le coaching comme étant quelque chose en plus de leur offre de consulting, en n'étant pas toujours au fait eux-mêmes de la différence qu'il y a entre la position d'expert et la position de coach. On va parler d'une diffusion de la pratique, donc elle fait moins peur et elle est
considéré comme plus utile par des gens qui sont prêts à payer pour que les gens soient accompagnés en privé sans qu'on sache vraiment ce qui se passe pendant les séances de coaching. Il y a plus de coachs, bah oui, parce que ça attire, parce qu'il y a plus de gens sur le carreau aussi qui savent pas très bien quoi faire d'eux, et donc comme ils ont eu envie qu'on prenne soin d'eux, ils prennent soin des autres, ce qui est pas une très bonne posture pour devenir coach. C'est un vrai métier, le coaching. Pour revenir à cette montée des grands cabinets qui rendent plus difficile le référencement d'individus dans les entreprises, voire impossible, ces cabinets ont un très gros défaut, c'est leur marge qui est terrible. Parfois, 75% de ce qu'ils facturent aux clients reste dans le cabinet et 25% va au coach. Je l'ai vécu récemment. Un de mes clients, une banque, a soudain dit que de façon centralisée, il passait désormais par tel cabinet. Et non seulement j'ai vu mes honoraires divisés par 2, mais j'ai surtout vu le RH français refuser de passer par le cabinet parce qu'ils étaient trop chers. Et donc on est passé en procédure dégradée et m'ont réembauché sur le côté. Donc ça fait des complications à ne plus finir. Et ça, c'est pas vraiment uniquement le monde du coaching. Je pense que c'est les achats dans les entreprises qui acceptent de passer par des grosses boîtes parce que leur semble qu'il y a des procédures établies. Et enfin, à ce sujet, j'imagine que ce sont des confrères qui nous écouteront, mais nous savons bien aussi qu'une partie des cabinets vont plutôt employer des juniors et que donc la qualité promise n'est pas toujours là. Je dis pas que les juniors bossent mal, mais c'est pas l'unique proposition qui peut arriver à une entreprise. Mais c'est peut-être aussi parce qu'ils ont plus de facilité à les convaincre de tarifs dégradés et qu'ils peuvent plus les manipuler d'une certaine manière. Évidemment, ça pourrait presque être une forme d'ubérisation. J'ai un jeune supervisé, enfin il est pas jeune en âge, mais il est junior en coaching, qui est rentré dans un groupement qui propose des coachings flash de 3 fois 20 minutes. Ok, et c'est mieux que rien pour des opérateurs du BTP qui sinon seraient pas accompagnés, mais c'est pas un coaching. En tout cas tel que je l'entends, avec un contrat, des objectifs de moyens. Ce junior, il a pas de boulot, donc il a envie de pratiquer, alors il accepte ça. Et je vais pas le retoquer sur ce sujet, qui serais-je pour le faire, mais en revanche le faire réfléchir à la portée limitée de ce qu'il propose, et que ce n'est pas un coaching. Il y a eu une récente attaque par une philosophe, petite fille d'un acteur comique connu, qui a pas compris, et c'est la vie. J'invite tout le monde à écouter ce qu'ont répondu des gens qui ont réfléchi à une réponse intéressante et intelligente, de manière à pouvoir bien formuler notre parole et notre propos sur le coaching. Nous sommes partiellement responsables de cette confusion, mais aussi l'imaginaire extérieur contribue à la confusion. En plus de tes multiples activités, tu as un engagement associatif et caritatif important, notamment en Birmanie, mais également via la Cloche en France, ou l'Institut d'administration des affaires, l'INSEAD, sur l'action climatique. Est-ce que tu veux nous en parler ? Quand j'ai enfin eu du temps libre, après ma carrière bancaire, une des choses que je me suis offert, ce sont des voyages. Et j'avais quelques sous, j'avais nul besoin ni de m'acheter une nouvelle cuisine, ni d'avoir une voiture, donc j'ai emporté ces quelques sous et j'ai cherché des endroits où les déposer dans des causes. Et puis parallèlement, je suis arrivée en Birmanie, on était au début des années 2000, c'était un pays sous forte dictature. Et là, j'ai rencontré un homme remarquable, un Birman, avec qui on a monté un orphelinat qui est passé d'une douzaine d'enfants à plus de 200 vers 2015. C'était devenu énorme, donc on l'a transmis à une fondation suisse. Et je suis vraiment fière de ça, parce que j'ai fait du management à distance. J'étais pas en Birmanie tout le temps, mais j'y allais tous les 3-4 mois. J'ai fait de la collecte de fonds ici, et il fallait des sous pour ça. Je me suis vraiment plongée dans une culture au point d'apprendre le birman. Je rigolais en me disant, mais si mes clients me voyaient me rouler dans la poussière avec des petits gamins, ils riraient. C'était mon jardin secret. C'est devenu de plus en plus public. C'était vraiment important pour moi d'avoir enfin quelque chose où me dévouer. Là-bas, j'ai aussi développé des projets de santé, le tout très modestement, en offrant peut-être 10 opérations des yeux à 10 personnes en une année. Et puis aussi des projets d'éducation où ça continue encore. J'ai des amis qui continuent à soutenir des petits jeunes parce que l'école est devenue super chère. Maintenant, j'y vais moins en Birmanie. Le pays s'est ouvert à beaucoup d'organisations. Du coup, j'ai rencontré, en effet, pendant un stage de permaculture d'ailleurs, des membres du conseil d'administration de l'association La Cloche, qui est née après les attentats de 2015 et qui a pour objet de faire du lien entre des sans-abri, des citoyens et des commerçants. Ils m'ont proposé de rejoindre le conseil d'administration. Je suis devenue la vice-présidente de l'association parce que j'avais des cheveux blancs alors que c'est tous des jeunes et que mon expérience me rendait plus crédible pour aller négocier des subventions. Et je suis incroyablement admirative de ce que ces jeunes peuvent produire. Ils ont 1000 idées à la minute. Ils sont arrivés à servir plus de 100 000 points de service à ces sans-abri, à se diffuser dans des villes au-delà de la France même. Un grand salut à eux et puis merci parce qu'ils m'ont initié à ce qu'est l'économie sociale et solidaire, qu'on connaît pas bien. Je le faisais sans le savoir en Birmanie quand j'aidais des gens à monter leur petit business et à devenir profitables tout en laissant une partie de leurs bénéfices à des causes.
Là, avec les sans-abri, c'est pas du tout ce que fait la cloche. Eux, ils proposent aux commerçants d'offrir des services et vous repérerez peut-être des macarons sur les portes des commerçants. Sans-abri, évidemment, ils ont besoin d'autre chose que de dormir et se doucher, mais ils ont besoin de recharger un portable, de boire un verre d'eau. Et en 2019, le service qui a été le plus plébiscité, c'est en fait parler. Et ça m'émeut beaucoup, ça. J'invite absolument tout le monde à aller faire une des formations de 2 heures gratuites de la cloche où on apprend à parler le langage de la rue, à regarder ce qui se passe là. C'est incroyablement émouvant et évidemment ça fait grandir. En quoi ces engagements bénévoles te nourrissent et comment tu trouves le temps pour les mener à bien ? Je crois pas que je serais qui je suis sans avoir une bonne dose d'altruisme. Et j'ai aussi des coachings pro bono pour des organisations non gouvernementales. Quand je me lève le matin ou sur mon lit de mort, de quoi je serais fière, mais c'est sans doute ça qui va rester. Un petit peu d'avoir aidé la profession de coaching à se réguler, pas mal d'être devenu ce que je suis en train de devenir, et beaucoup d'avoir aidé des gens à croître et à fleurir, des gens dont j'ai souvent plus de nouvelles d'ailleurs, et c'est bien. Est-ce que prendre soin des autres t'a invité et incité à prendre soin de toi ? Bien évidemment. Je ne crois pas qu'il faille être passé par toutes les maladies pour bien soigner, heureusement. Mais en revanche, être passé par des difficultés et être capable de prendre de la hauteur sur la manière de les dépasser, c'est un chemin de vie. Ce qui arrive, c'est pas tellement de cultiver la résilience, c'est de cultiver la joie qu'il y a derrière. Et l'épanouissement. Et qui peut t'amener à l'épanouissement. Comme je suis chez toi, je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup de souvenirs de voyage, me semble-t-il, avec différents objets. Se nourrir de cultures différentes, c'est un élément fort dans ton parcours de vie ? Absolument. Ce qu'on trouve ici, ce sont d'abord des objets qui sont fabriqués par des humains. J'ai extrêmement peu, même de vaisselle industrielle, de la poterie, donc il y a quelqu'un derrière. Depuis que j'ai gagné du temps, je l'utilisais, mais ça va revenir, à voyager. Dans ma sobriété, c'est une de mes difficultés, j'ai pas encore renoncé à prendre l'avion, ça viendra. On a parlé de Birmanie et en ce moment mes pas m'emmènent vers l'Inde. J'ai pas mal exploré d'endroits dans le monde. En général, je vais rendre visite à des gens, j'essaie de rester longtemps, d'être le moins consommatrice possible. J'ai encore par exemple sur ma liste des fjords chiliens, quelques endroits en Patagonie où j'aimerais retourner. Et ton dernier voyage, il t'a conduit où ? Si on me voyait, on verrait mes yeux s'allumer. J'ai passé 1 mois et demi en Iran, l'été dernier, en 2019. Et là, j'ai rencontré, une culture si ancienne, des gens, des paysages époustouflants. Et j'aimerais vraiment y retourner. Une sacrée gastronomie aussi. En quoi ça nourrit le coach, le faire des voyages ? Est-ce que tu recommandes justement au coach de faire des voyages ? Je dirais oui, parce que j'aime ça. Et en même temps, je salue aussi mes confrères sédentaires qui ont d'autres qualités. Et c'est pas une obligation. Un jour, j'ai formulé, mais je comprends rien à ce qui se passe en Birmanie. Et ça va. Donc j'avais un peu lâché mon besoin de contrôle. Et c'était émerveillant parce que quand je suis revenue ici en France, je me suis dit, mais en fait ici non plus je comprends rien. Et ça va. Et j'ai vraiment fait un switch dans ma vie à ce moment-là. Et puis oui, dans notre pratique, si tu m'y fais réfléchir, il m'est arrivé assez fréquemment d'aller dans des pays dont je ne parlais pas la moindre langue, l'Iran était le cas, et on se débrouille toujours. Et parler de cœur à cœur, c'est aussi indispensable quand on est en coaching. Et on s'en sort. J'ai jamais souffert de ne pas parler la langue des gens que je rencontrais en voyage. Ça veut dire aussi que potentiellement tu peux coacher ou un coach peut coacher quelqu'un qui est d'une autre culture ? Clairement. Du moment qu'il parle la même langue quand même. Eh bien écoute, je le fais lorsque j'ai des groupes multiculturels. Je leur propose de répondre s'ils le souhaitent dans leur propre langue. Et c'est un merveilleux exercice pour les participants parce que finalement nous comprenons une bonne partie de ce qui se passe. Et c'est assez fantastique. Il se trouve que je parle plusieurs langues, donc je peux proposer aux gens que j'entraîne, par exemple, à se présenter, de le faire dans leur langue maternelle, ou de travailler dans leur langue maternelle, même si moi je répondrais dans une langue qui nous est commune, anglais, allemand, français ou espagnol. Mais bien sûr qu'on peut travailler avec des cultures différentes. Surtout pour des gens qui doivent, eux, travailler dans des environnements multiculturels. Cette réflexion sur qu'est-ce que ça crée est quand même beaucoup plus puissante et riche que de dire si on parle tous anglais, on arrive tous à travailler ensemble, ce qui n'est pas le cas. L'énergie du sens peut transcender en fait la langue. Mais bien sûr, et l'énergie de la musique aussi, du son. La contrainte imposée à des gens qui parlent mal anglais les empêche d'être efficaces. Alors je te propose à présent l'interview rétrospective que tu as peut-être entendue dans des interviews précédentes. Quel est l'accompagnement dont tu es la plus fière ? J'en ai un qui m'émerveille plutôt que fier. Un jeune homme très brillant, thésard à l'école pratique des hautes études, qui n'arrive pas à terminer sa thèse. C'est pour ça qu'il vient. Immédiatement, je lui propose de faire de l'hypnose. On est à la première séance. On n'en fera qu'une d'ailleurs. Et pendant l'hypnose, vous savez que nous-mêmes, on se met en transe quand on fait une séance d'hypnose, je lui propose des sujets autour des squelettes. Va-t-en savoir pourquoi. Et lorsqu'il sort de la séance,
Et il me dit, mais comment vous saviez? Et il sort de sa poche un porte-clés en squelette, et il me raconte que dans son bureau, il a un squelette. Donc visiblement, je me suis branchée avec lui. Et à ce moment-là, se libère quelque chose dans sa parole, qui est qu'il se souvient soudain qu'à chaque fois qu'il a réussi un examen, quelqu'un de sa famille est mort. C'était trop gros pour être vrai, mais je vous promets que c'est vrai. Et donc il a fait tilt, il a compris qu'il finissait pas parce qu'il craignait une catastrophe à l'issue de sa thèse. Donc on a fini. Il n'a eu plus besoin de moi. Je suis allée à son pot de thèse. Non, c'est un chercheur reconnu et qui était pas très loin de l'archéologie que je chérissais tellement quand j'étais jeune. Quel est le thème le plus surprenant sur lequel tu as accompagné un client? Je suis rarement surprise. Ma curiosité fait que tout est bon. En revanche, ce dont je suis toujours étonnée et pas toujours favorablement, c'est le durcissement de certaines personnes qui ont du mal à comprendre qu'ils ont un pouvoir sur le fait que ça aille mieux pour eux et que ça aille mieux dans l'entourage. Et je le regarde avec bienveillance en me disant que c'est une protection. Ils ont du mal à prendre leur part de responsabilité, c'est ça? Oui, tout à fait. Pour être un bon manager, il va probablement être nécessaire de regarder les autres différemment et donc d'accepter de changer de lunettes soi-même. C'est pas aussi simple que d'appliquer la recette A ou la recette B ou la recette C. Je rencontre encore aujourd'hui des gens de pouvoir, que ce soit au niveau gouvernemental, qui ont du mal avec ça, du mal à comprendre que c'est pas que les autres qui ont tort. Ça me surprend toujours. Le manque de recul et de discernement de gens qui pourtant sont au pouvoir. Et je parle là aussi bien de politique que de chefs d'entreprise assez haut placés. Et en tant que coach, qu'est-ce que tu peux faire pour les inviter à voir différemment, ce qui semble avoir une difficulté à regarder? Je t'en parle parce que ça m'est arrivé à nouveau récemment à plusieurs reprises. Donc c'est des cycles, c'est donc ça doit appeler quelque chose chez moi. D'abord, je travaille en supervision moi, histoire de demeurer dans la posture favorable et de pas aller régler mes comptes avec le pouvoir, ce qui n'a absolument aucune raison d'être dans une séance de coaching. Ensuite, il y a une part de persuasion. J'utilise souvent des ressorts intellectuels avec ces gens-là. Et bien entendu, de façon à ce que personne ne perde son temps, leur faire sentir des bénéfices, que ce soit en termes de statut ou en termes de réelle action sur leur environnement, c'est ce qui va fonctionner. Il faut aller doucement. Si c'est une protection, on peut pas l'arracher au forceps. Qu'est-ce que tu aimerais que tes clients disent de toi? Moi, j'aime bien qu'ils se souviennent de moi. J'aime bien qu'ils me rappellent après 10 ans, en me proposant d'aller boire un verre, et tant mieux s'ils s'offrent une petite séance en passant. On passe un bon moment. Quelle serait ta première décision si tu devenais ou redevenais présidente d'une organisation représentative des coachs? Absolument de regarder internationalement. Je caresse toujours l'idée d'aider à la création de la société francophone de coaching. Quand j'étais à la SF Coach, ma dernière action, ça a été de monter une journée internationale où sont venus des présidents ou des représentants d'organisations de coaching indépendantes. Quel regret t'inciterait à refaire différemment ton parcours ou une partie de ton parcours? Je suis pas tellement quelqu'un de regret, moi, parce que ce que je suis aujourd'hui dépend de tout ce qui m'est arrivé avant. Donc mon apprentissage aujourd'hui consiste à valoriser tout ce qu'il y a eu avant, et c'est ce que je propose aussi aux gens que j'accompagne. Sans doute, je regarderai mieux, mais je crois pas que j'en aurais été capable, ce qui me mène par le bout du nez. Et j'essaierai d'avoir plus de discernement sur la raison de mes actions. J'y suis maintenant, alors c'est déjà bien. Qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs retiennent de cet entretien? 2 choses. Que la résilience est fonction de sa souplesse, donc il faut entretenir sa souplesse, mais aussi de sa capacité à reculer. Ça, c'est bon pour les clients, c'est bon pour nous. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on en a besoin de résilience et d'adaptation? Et puis l'autre, beaucoup plus personnellement, moi j'ai envie qu'on m'aime. Alors j'aimerais bien qu'on garde pas que l'intello qui a fait plein de trucs, mais la fille avec qui on peut aussi venir boire un coup et rigoler. Comme d'habitude, avant l'enregistrement, je t'ai invité à choisir une chanson qui incarne symboliquement ton parcours, et je te propose d'en écouter un extrait à présent, et nous en parlerons juste après. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done. You say either, I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, and either, neither. Let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas, I like pajamas.
I'll wear pajamas, give up pajamas, for we know we need each other, so we better call the calling off. Oh, let's call the whole thing off. Nous écoutons Ella Fitzgerald et Louis Armstrong qui chantent en duo Let's Call the Whole Thing Off, chanson issue de l'album jazz Ella et Louis, sorti en 1956. Pourquoi cette chanson incarne ton parcours selon toi, Pascal ? Pour plusieurs raisons. D'abord, elle me rappelle mes temps à New York, où j'étais submergée de boulot, et on n'avait pas d'argent, et une des rares distractions qu'on avait, c'était d'aller dans un magasin près de la maison, où il passait du vieux jazz. Ça, c'est vraiment un flash immédiat. Ensuite, c'est des monuments, c'est des montagnes, c'est de là. C'est génial qu'ils aient collaboré. C'est drôle, ils s'amusent. Dans cette chanson, non seulement il y a une différence de prononciation, mais ça parle très clairement de différence de classe sociale. Aux États-Unis, on peut prononcer pyjama avec un air snob ou avec un air beaucoup plus populaire. La plupart des chansons du jazz noir américain de l'entre-deux-guerres ont des doubles significations. C'en est une, et j'adore ça, moi. Les doubles significations, c'est formidable. Au-delà des différences culturelles, au-delà des différences même sociales, il y a des êtres humains qui peuvent créer en 3 minutes un moment de très grand plaisir et même faire de cette différence un plaisir. Et ça parle aussi bien de mes différentes vies, de financière, de coach, de jardinière, que de mon plaisir à accepter les différences et même à les cultiver. Alors précisons que cette chanson a été écrite par Ira Gershwin et composée par son frère cadet George Gershwin pour le film Shall We Dance sorti en 1937. Et as-tu déjà fait du patin dans Central Park à New York comme Fred Astaire et Ginger Rogers dans le début de ce film où la chanson, justement, il la chante en dansant et en faisant du patin. T'as raison, j'avais oublié cette scène. Alors non, par contre j'ai fait du patin à glace au Rockefeller Center à l'époque, très maladroitement. Shall We Dance, ça me plaît tout à fait, ça pourrait être le bon résumé de ce que je propose à un client en coaching ou en supervision. J'ai fait du tango, j'ai appris à être moi-même dirigée en tango, ce qui n'était pas une mince affaire. Alors Shall We Dance. Je te propose de clore cet entretien sur cette belle note. Merci beaucoup, Pascal. Merci David, et merci de cette danse. Parcours de coach. Merci pour votre attention. Retrouvez tous nos parcours de coach sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, Stitcher, TuneIn, ainsi que sur la plupart des applications dédiées au podcast. Si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, notez-le favorablement sur la plateforme d'écoute ou sur l'application que vous utilisez. Cela nous aide à développer la notoriété de nos productions. Par ailleurs, vous pouvez liker, commenter ou repartager nos épisodes sur le réseau LinkedIn ou bien en parler à vos contacts. Pour être informé sur notre programmation à venir, suivez-nous sur Twitter. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions, réactions et suggestions à notre adresse électronique lemediadescoach@gmail.com. Enfin, si le coaching professionnel vous intéresse, vous pouvez désormais vous abonner à nos 2 podcasts mensuels, Un coach à la une, l'entretien thématique, et Parcours de coach, l'entretien analytique. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Parcours de coach, une série créée par David Marion et produite par le Média des coachs.